Enfin, tout le camp, là. Eh bien, rebonsoir. Vu qu'en général, en principe, je vous ai tous vu à la première partie. Et que j'ai eu la joie de vous serrer la main à l'entracte. Donc, Claude Mercutio. Claude Mercutio, et j'ai à la main son recueil, que vous pourrez acheter à la sortie, parce que, contrairement à ses autres récitals, pas récitaux, cette fois-ci, ce sont les textes qu'il a écrits. Ces textes dont il est l'auteur. Ce qui, évidemment, va nous changer, en quelque sorte, de son travail habituel de recherche, et en même temps, va nous permettre de connaître un peu mieux cet homme extrêmement discret, qui ne parle jamais de lui, qui se cache toujours derrière des grands auteurs, derrière Sandrard, derrière Boris Vian, derrière Mouloudji, derrière Bernard Dimet, pour expliquer ce qu'il pense de la vie et comment il la ressent. Il est né de tango inconnu, mais enfin bon, il connaît son papa et sa maman, il ne faut pas non plus... N'allons pas trop loin. Il a passé des drames, il a passé des lumières, il a eu, comme nous tous, Ça va, vous faites une idée là? Ça y est? Bon. Ça va, Pierre-Henri, l'ouvreuse, là, tu as fini de placer les gens? C'est bien. Bon, je disais donc. Et Mercutio a connu comme nous donc les ombres et les lumières de la vie, et il les a passées dans sa façon de dire les textes des autres, et il les a passés dans sa façon d'écrire. C'est pourquoi nous sommes tellement émus d'entendre cette fois-ci une voix à la fois que nous connaissons bien et en même temps différente. Ça, c'est son premier recueil. Le second est en cours d'impression. Le second, comme le premier, sera illustré par moi-même. Et il est certain que ça a été un travail de commentaire que d'illustrer un texte qui se suffit à lui-même. Bon. Déjà, dire un poème que l'on ne lit pas avec les yeux et qu'on dit avec la voix, c'est déjà un commentaire. C'est déjà une façon de, vraiment, c'est le cas de le dire, de l'interpréter. Mais en plus, quand moi, avec la voix de Mercutio dans les oreilles, je devais mettre ces poèmes en dessin, il y a des fois où je me disais, attends, l'image se voit d'elle-même, n'est-ce pas? Puisque c'est bien écrit, donc l'image se voit d'elle-même, qu'est-ce que je vais rajouter? Donc il fallait à la fois interpréter le poème sans le redire, sans redire bêtement en dessin ce qui était déjà en mots, c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine d'effet miroir, et en même temps d'essayer d'en commenter la vision que j'en avais. Bon, d'après Mercutio, c'est réussi. Après tout, hein, c'est quand même l'auteur qui sait si son œuvre a été trahie ou pas. Il a choisi chacun des dessins pour ce recueil-ci comme pour le prochain, et donc il en est content. Donc je suis certaine aussi que ceux qui auront donc ces derniers exemplaires en seront contents aussi. Mais en attendant, nous allons entendre ces poèmes dits par leur auteur, donc en relief et en couleur. Et c'est pourquoi l'échelle à coulisses est tellement heureuse de remettre ses clés à Claude Mercutio. Bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas les garder sur moi parce que ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc je vais les poser, et puis si je les garde, je me connais, je les perds. Il m'est déjà arrivé de perdre les miennes et de rester enfermé dehors. Donc c'est pour ça que je vais les laisser. Vêtu de poésie, je suis venu en ce monde défiguré de haine, d'argent, de sexe et de violence. Vêtu de poésie d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, de demain, de toujours, je veux offrir le beau, le noble, le rire et les larmes,
la vie et la mort en un cycle immuable. Vêtu de poésie, je veux offrir cela à elle, à lui, à vous, au vent, pour que, à votre tour, vêtu de poésie, vous donniez au lieu de prendre. La poésie est une souillon, logeant plus souvent dans les mansardes que dans les palais, traînant par les rues pauvres son jupon troué, plus à l'aise dans les bas quartiers que dans les demeures des grands de ce monde. Elle a mauvaise réputation, elle sent le parfum bon marché, les odeurs plébéiennes, les fins de mois difficiles, les passés révolus, les présents incertains, les avenirs improbables. Elle vit de l'air du temps, tant qu'il est encore temps de respirer l'air, d'autant qu'elle pourra le faire demain, d'autant qu'à Tchernobyl, comme à Pierre-Latte, ou ailleurs, il y a un drôle d'air, l'air que l'on respire sans avoir l'air de rien. La poésie dans tout cela, elle supporte la raillerie, l'indifférence, le mépris, la misère, mais pas les microbes, ni les neutrons. Elle a survécu aux grandes peurs, aux guerres et aux pestes, aux apocalypses, aux camps de la mort, mais pas aux bactéries. Telle une sorcière du Moyen-Âge, elle traverse le temps et l'espace avec sa chevelure de folle et ses guenilles superbes. Passant qui la croise, tends-lui la main, fais-lui l'aumône, fais-lui l'amour dont elle a tant besoin. C'est toi que tu protèges. Ta vie, ton futur, celui de tes enfants. S'il en est encore temps. Un hommage à un poète qui est très aimé ici et que j'aime beaucoup également et à qui j'ai consacré des récitals, Bernard Dimet, qui est mort trop tôt. Salut, Bernard. Nouveau François Villon, mais pas du tour de taille. Toi, ta cour des miracles, il fallait la gravir, car c'était le pic que tu livrais bataille, le cheveu et la barbe, et le verre à ravir. Si je t'avais connu, j'aurais aimé t'entendre quand tu refaisais le monde accoudé au comptoir. Toi, le marchand de rêves, t'en avais à revendre, et on aurait fini la gueule sur le trottoir. Si je t'avais fréquenté, j'aurais pas tenu la route. Ou alors, m'aurait fallu des cours du soir. Aurais-tu pu finir dans la peau d'une vieille croûte? Qui sait? Pourquoi pas? Tant qu'il y a de la mort, il y a de l'espoir. T'étais pas un nanar de salon où l'on cause. T'avais pas de chemise rouge griffée par Saint-Laurent. Mais toi, quand tu l'ouvrais, ça voulait dire quelque chose. Pas de phrase d'un télo, de cauchemar récurrent. Faut dire que tes copains, ils n'étaient pas fréquentables. C'était ni Monterland, ni le François Mauriac. C'était des tas de sagouins qui roulaient sous la table, mais qui se baladaient pas souvent en Cadillac. C'était pas le Claudel, un coincé de la quéquette, pour la prose et les vers vous donner le tournis. C'était pas le Cocteau, un fanat de la jaquette qui voulait être un mec et s'en est jamais remis. Mais des enfants de Rudebeuf qui traînaient dans les rades. Sandra et Mouloudji, c'était de vrais braillards que ne rebutaient pas les bistrots les plus crades. Macorlan et Carco étaient de rudes gaillards. S'ils voyaient d'aventure un paumé qui s'écroule, vous n'allez pas chez les flics gueuler comme des perdus. Ils s'évanouissaient pas au premier sang qui coule. Ils en avaient vu d'autres dans bien des coups tordus. Un coup de surin qui traîne, c'est prévu dans le programme. Quand on en distribue, il faut aussi en recevoir. Et s'il est bien placé, plus d'encéphalogramme. Chacun aura son tour et t'aurais dû le prévoir. Nous as-tu donc quittés par manque de savoir-vivre? Bernard, au cœur trop grand, au rire large et fort. Ce soir,
Je pense à toi, et déjà, je suis ivre. Mais dans cet état-là, pour moi, tu n'es pas mort. Les amis te regrettent, et tu manques aux frangines. Si les anciens sont morts, les autres se souviennent. Je relis tes poèmes, gorgés jusqu'aux narines, et je trinque avec toi aux amours qui reviennent. Le chat crotté. C'est un matou sans âge, sans couleur et sans forme, ébouriffé, griffé, mouillé, crotté, un montant l'air de gouttière, un rôdeur de poubelles nocturnes, nauséabonde, débordante, craquante sous les tonnes de déchets des beaux quartiers. Son domaine, c'est l'avenue Foch. Je ne le sais pas, le petit vagabond, le prix du mètre carré. Il s'en fiche, il s'en fout, il s'en fauche, il s'en fout, il s'en fauche de son standing. Il n'a pas les griffes ripollinées des chats à pédigré, bêtes à concours des vieilles mémées. Il n'a ni chèque ni provision. Il a une vie en forme d'arête, conquise de haute lutte sur le tas d'immondices. Il ne demande rien à personne, le chat crotté. Il se bat pour l'avoir, son trésor dérisoire, son os de poulet souillé. Le jour, il se cache. Il pense ses blessures de la lutte pour la vie. Sa langue râpeuse lèche les coups de griffes rasoirs de ses semblables, qui ne sont pas ses frères de race. D'ailleurs, il s'en fout de sa race, le chat crotté. Il ne la connaît pas, sa race. Y a-t-il des chats maghrébins, des Portugais, des Italiens, des chats bicots, des chats youpins? Il se bat comme aux premiers âges, où l'homme retourne. Ongles soignés, sourire carnassier de fauve repus, son attaché caisse. Ces usines de mort à distance, qui gardent les mains propres dans l'univers aseptisé. Le chat crotté, il plante ses griffes dans tout ce qui passe à sa portée. Elles sont pleines de crasse, de sang séché, mais il garde la noblesse d'un samouraï de bitume, desperado urbain, n'attendant ni amour ni merci. Il se bat pour ne pas mourir, gladiateur sans espoir devant l'inévitable, gibier de fourrière en sursis, voué au scalpel de vivisecteurs civilisés. Ces poèmes sont assez anciens et celui qui vient a été écrit le 17 novembre 1990. C'est important de le dire parce qu'il ne fait aucunement allusion à des événements tragiques survenus bien plus tard. C'est une coïncidence malheureuse. Religion, au pluriel, qui porte en sous-titre « Réflexion d'un incroyant ». Dieu est amour dans toutes les religions. Hélas, il n'est pas contagieux. Où est passé cet amour? L'a-t-on mis sous clé pour le profit de quelques-uns? Dieu a-t-il fait l'homme à son image? Ou le miroir est-il déformant? Ces appels au meurtre et à la destruction de l'autre, dans quel livre saint les avez-vous trouvés pour justifier massacres et attentats au nom d'un même Dieu qui prônait le contraire? Bannissez toute religion, si elles deviennent mauvaises à force de mensonges. Vos fanatismes vous mènent à la destruction totale. Vous polluez le globe de vos déchets, de vos pensées empoisonnées. Fermez vos églises, vos temples, vos synagogues et vos mosquées, si elles enseignent la mort sous des formules détournées. N'attendez plus de sauveur pour le crucifier de nouveau, s'il dérange vos habitudes, votre confort égoïste, votre ignoble matérialisme, votre religiosité mal comprise. Dieu n'est pas votre serviteur. Il n'a que faire de vous, sous quelque nom que vous l'honoriez. Ne lui faites pas porter le poids de vos crimes. Ayez le courage de vos haines, de vos intolérances, ou enterrez-les pour toujours.
Faites appel à la raison, à l'intelligence, au cœur. Apprenez enfin l'amour. Cherchez votre parcelle divine. Offrez-la aux autres. Alors seulement vous pourrez revenir à lui. Dieu se mérite. Oh. À Jésus. Toi, qui n'étais qu'amour, tu as apporté la tempête pour que les hommes comprennent et se méritent eux-mêmes. Tu es mort pour le mal des autres. Ils se sont servis de ton nom, de ton destin, de ton histoire, pour brimer d'autres hommes au nom de ton saint nom. Quand reviendras-tu pour dénoncer l'imposture de tous ceux qui ont fait mentir ta divine parole et prétendent connaître la vérité, ceux qui torturent en ton nom pour condamner ce qui est différent? Mais il y a les autres, ceux qui briment tes disciples, qui torturent et qui tuent au nom d'un idéal inverse. Tu as tant souffert que l'on n'ose plus te demander de revenir et de subir l'éternelle crucifixion. Si ta miséricorde est infinie, comme on l'enseigne au catéchisme, c'est vers toi que l'incroyant se tourne pour te prier de sauver l'homme. Encore. À Judas. Toi, qui cherchais la lumière et n'a trouvé que les ténèbres sous le ciel brûlant de Jérusalem, qui t'es trompé avec sincérité et n'a pu accepter ton erreur qu'au prix de ta mort, désespéré, solitaire, rejeté de tous. Tu as refusé le salaire dérisoire de ta trahison pour cause d'absolu. Tu as payé tous les forfaits depuis l'heure de ta première mort. Tu as souffert le mépris, la haine, l'incompréhension de tous pour n'avoir su comprendre celui qui t'aimait et que tu aimais passionnément. Toi, le juif, comme l'autre, tu n'es pas le symbole de la trahison d'un peuple, mais celui de la trahison de l'homme, de chaque homme. Judas, mon frère, un poème très bref, mais qui mérite quand même une petite introduction. En dépit des apparences, il ne délivre aucun message religieux qui le détournerait d'un sens plus profond et le réduirait à une imagerie saint-sulpicienne. Le calvaire en question n'a aucune valeur historique ou géographique. C'est simplement un appel à la tolérance et un refus de la justice expéditive et de l'hystérie collective. Caillou, au pluriel. Le caillou est plus dur que ma tête. Le caillou est plus dur que mes pieds. Quand il me lapidait, les cailloux blessaient ma tête. Lorsqu'il me traînait sur le dur sentier pentu, les cailloux écorchaient mes pieds. C'était un chemin pénible à parcourir. Les cris, la haine, les crachats, les coups sur mon visage. Mais je me détachais progressivement de tout cela. Bientôt, j'arriverai au sommet du calvaire. Une fois là-haut, tout sera terminé.
en hommage à mon jeune cousin Roger qui n'a jamais grandi, à ses parents qui m'ont rejoint à Drancy en 1942, à une partie de ma famille, et à toutes celles et tous ceux qui ne sont jamais revenus. L'étoile au cœur. « 1942. 6 ans. Il faut porter l'étoile jaune safran, 6 branches, une par année de vie, sur la veste de toile, le manteau synthétique, l'emblème de la honte, le regard pathétique, le rouge au front qui monte, 4 petites lettres noires à l'écriture tremblée. L'histoire de tout un peuple en cette période troublée. En grille horizontale, monstre, en 4 lettres. Définition banale. Juif, race de traîtres. Rafle, dénonciation, arrestation, protestation, vérification, transfert. Enfer, bruit lancinant des bogies, bougie, wagon bondé, wagon plombé, rythme lourd, obsédant, régulier, incessant, odeur d'homme, de l'angoisse, de la peur, de la crasse, voyage interminable, vers la fin implacable. Enfin, le train s'arrête. Cris poussés à tue-tête, coups de fouet, coups de poing, bousculade, hurlements. Nous sommes face à la porte. Climat de ville morte. Auschwitz, Birkenau. Sitôt passé l'entrée, l'infâme tenue rayée. Et pour nous, pas de deuil, ni couronne, ni cercueil pour notre heure dernière, sans regard en arrière. Tête basse, bref coup d'œil, souliers rangés au seuil, la tenue déposée soigneusement pliée, la chambre au gaz mortel, notre dernier Noël. Et c'est l'ultime idée forte. Ici, on entre par la porte. On sort par Mais l'épreuve n'est pas terminée. On sort par la cheminée. Par la cheminée. Un jour comme les autres. Du haut de la plateforme, regard panoramique à l'infini, paysage monotone, la plaine nue et sinistre, le ciel gris et bas, le vent aigre et froid, les doigts crispés, gelés sous les mitaines, les pieds battant les planches pour prévenir l'engourdissement. La bretelle de l'arme pèse comme un licol, l'index replié sur la gâchette, la vessie pleine à craquer d'envie non satisfaite. Encore une demi-heure, et la garde est finie. Le nouveau factionnaire montera à l'échelle et prendra la relève. Alors, la descente joyeuse vers la terre ferme. Puis, après le rapport, l'arrêt à la cantine. Le bon verre d'alcool qui réchauffe le corps. Au menu ce soir, rôti de porc et saucisses, pommes rissolées, bière et vrai café. Le ventre plein pour entamer la nuit prochaine la nouvelle opération spéciale. Pour
Otto Schwarz, SS-Sturmann, cantonné à Auschwitz entre barbelés et chambres à gaz, ce 22 octobre 1942 est un jour comme les autres. Parce que nos nez étaient trop longs et nous les ont brisés. Parce que nos cheveux étaient trop crépus et nous les ont rasés. Parce que nos peaux étaient trop mates, ils les ont couvertes de rayures. Parce que nos noms étaient trop difficiles à prononcer, ils les ont remplacés par des numéros. Parce que nos corps étaient chers, détestés, ils les ont réduits en cendres. Parce que nous étions la mémoire, ils ont voulu l'effacer. Parce que c'était impossible, nous traversons le temps. Je ne veux plus mourir l'étoile au cœur, derrière des rosiers à épines de métal. Pour une branche de plus qu'aux astres du ciel, l'emblème de la honte, cousu à son revers, poitrine déchirée par les barbelés de la mémoire. L'astre de Bethléem ne vit-il pas la naissance du divin enfant à l'origine étoilée? A-t-il donné sa vie pour cautionner l'inacceptable? Reviens dire qu'il se trompe, que tu n'as pas voulu cela. Plus personne ne doit mourir, l'étoile au cœur, derrière des rosiers à épines de métal. Qui me délivrera de la mémoire, des cris de haine, des bruits de bottes, du ventre creux criant famine, de l'ignoble croix en forme de potence et d'ergot rasoir, du sigle mordoré cousu au revers de mes 6 ans, l'étoile gravée au plus profond du cœur à plus d'un demi-siècle. Qui me délivrera? Il y a des barbelés dans mes souvenirs. Un double hommage à Jean-Roger Caussimon pour son poème « Le temps du tango » et à Léo Ferré, dont la musique est inséparable des paroles. Né de tango inconnu. Je suis né de tango inconnu. Ma mère s'est fait comparsité dans une quelconque boîte à tango, un Mikado d'Aubervilliers, l'Eldorado du samedi soir. Ça m'a donné des tas de papas. Tout enfant, je ne comprenais pas. Ils sont tous partis. Adios, muchachos, compañeros de mi vida. Maman m'a quitté à son tour, me laissant seul, vieil orphelin privé de tout état civil, plus de nom ni de numéro. Il y en a qui échappent aux statistiques. Tout juste un sigle mordoré, entortillé de fils barbelés, l'étoile jaune de mes cauchemars, de mes souvenirs furorisés. Une longue dérive artistique, au succès remis à demain, au naufrage de mes amours, cœur d'artichaut privé de ses feuilles, au désert blanc de mes draps vides, au regard lourd, à la ride sèche, à mon corps fourbu qui rechigne aux lendemains hypothétiques. Les tangos de Carlos Gardel me font venir les larmes aux yeux quand je revois ton sourire là, maman chérie, qui me donna tout le superflu que tu n'avais pas. Suis-je déjà mort sans le savoir? Canard sans tête sur sa lancée, en dernière course frénétique?
suis né de tango, inconnu. Mais tu avais raison, maman. C'est si beau, la comparsita. Tararam, tam, 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 tararararam, tam, tam, tararararam. Je voudrais butiner la rose de tes seins, leur splendeur défiant toutes les aubes grises, nos sens, jamais repus d'ineffables surprises, toujours plus indiscrets, voir au creux de tes reins, tes vallons ombragés, pleins de saveurs exquises, tendre occupation de tes plaisirs sereins, combat renouvelé, voluptueux dessein, érotisme passant toute borne permise, laissant victorieux, puis vaincu tour à tour, emporter l'un et l'autre au point de non-retour. Aux frissons de nos corps, nos désirs de voyage, puisqu'au fond de mon cœur, il n'y a rien que toi, abordant sans relâche à tes nouveaux rivages, condamne ta planète à tout autre que moi. Prostituée du monde, toi, la femme brisée, prostituée du monde, tu offres de l'amour à ceux qui n'en ont pas. Comme ils sont trop nombreux, ils doivent te payer l'illusion du rêve. Mais qui t'aimera, toi, dont nul ne se soucie? Ton amour est un leurre et devient marchandise. J'ai envie de t'aimer avec sincérité, non pour ton corps parfait, mais pour ton regard là, qui a vu tant de choses et demande merci. Tu es fille de joie seulement pour les autres, mais ton cœur est si lourd, trop noir et douloureux. Tu es ange et démon par la fatalité. Il te faut du courage pour assumer ton rôle. Je voudrais te sauver ou me perdre avec toi. Un hommage à la poésie de Marcel Mouloudji, dont j'ai fait également des spectacles. Je lui ai consacré, entre autres, ce poème, intitulé « Les amours disparus ». Où sont mes amours de jeunesse? Je n'arrivais pas à vieillir, mais vient le temps de la détresse, du lit trop grand, du souvenir. Où sont mes beautés disparues qui m'ont laissé le cœur meurtri? Dites, qu'êtes-vous devenu? Le teint fané, le corps flétri? On se trouve frileux soir d'automne, place Vendôme, d'argent léger, dans l'alignement monotone des bijoutiers. Rien à manger. Plus tard, peut-être, un café crème, où mes pas voudront me porter, au vent du petit matin blême, quand le passé vient me hanter. Il me faut regagner la Seine et m'éloigner des beaux quartiers. Le gris convient mieux à ma peine que le regard des gens altiers. Une rose à t'offrir. Je n'ai plus rien à t'offrir qu'une rose superbe à la robe épanouie. Sur sa longue tige verte et ferme, tes épines dressées, ergot d'ultime défense contre la barbarie de l'homme. D'un rouge éclatant, comme la vie pulsée, la robe toute humide. Cette rose était blanche, pure
comme mon amour. Mais elle m'a griffé sauvagement, et mon sang a coulé sur elle comme une écharpe miroitante. Tu es semblable à cette rose superbe et acérée. Mais elle n'a blessé que mon doigt, et tu m'as déchiré le cœur. C'est mon ultime offrande, ma vie, qui s'écoule pour toi sur cette fleur. Encore un chat différent. Le chat Dandy. Toi, si voluptueux, comme une séductrice, sublime objet rêvé d'un film en noir et blanc, yin et yang à la fois, coquet comme une actrice, lorsque tu reposes allongé sur le flanc. Tout est beauté chez toi, ton regard magnétique, le lent ronronnement, ce poil doux et soyeux, mouvement suggéré de ton corps élastique, et ton miaulement tantôt triste ou joyeux. Il faut être Rostand, Baudelaire ou Colette pour louer ton mérite autant qu'il le faudrait. Ton œil vert m'a séduit comme une midinette, éprise d'un garçon plus qu'elle ne voudrait. D'où venais-tu, rôdant en ce Paris nocturne, fugueur impénitent d'un foyer sans chaleur? Il fallait t'adopter, vagabond taciturne, car tu suivais mes pas, percevant ma douleur. Je m'étais bien juré de n'aimer plus personne, quand ma sublime amante a déchiré mon cœur. Depuis, tout est si froid, et déjà minuit sonne, apportant mon hiver et son lot de rancœur. Insinuant, tissant une danse magique autour de mes mollets pour mieux m'ensorceler, l'amour s'en est allé, solitude tragique. Puisque tu m'as choisi, viens là me consoler. Combien Dieu pour pleurer aux victimes de toutes les guerres, les attentats, la violence, la famine, la mort en première page et en couleurs, saignantes et quotidiennes, à la une de tous les journaux télévisés. Combien Dieu pour pleurer sur les enfants martyrs, les bêtes massacrées, la nature saccagée et les cataclysmes naturels. Combien Dieu pour pleurer sur la misère des vieux, le nombre de chômeurs, la violence dans la rue, à l'école, le métro, les malheureux, les humiliés, la faim dans le monde. Tout cela, au profit de qui? Des requins bien nourris, aux yeux secs, qui s'offrent bonne conscience. Convois humanitaires d'une part, livraison d'armes de l'autre. Seigneur, oses-tu exister pour avoir créé ce monde-là? J'ai l'espérance que non, car il ne resterait à tes fidèles pas même les yeux pour pleurer. Encore un poème en double hommage à Jacques Prévert, pour son style et pour son poème Étranges étrangers, et à Blaise Cendrars, qui nous a laissé un curieux récit très court intitulé « Au cœur du monde », qu'il a écrit durant l'été 1917 et qui ne fut édité que très longtemps après sa mort. C'était probablement l'amorce d'un roman qu'il n'a jamais terminé. Et avant que le poème s'arrête brutalement, il ouvrait un chapitre intitulé « Hôtel des étrangers ». C'est aussi le titre de ce poème. Il est descendu du train. Il est sorti de la gare. A vainement interrogé les visages revêches des maisons
aux paupières closes de volets. Il a arpenté la grande-rue et fait sonner ses semelles sur le pavé sonore, réprobateur, hostile. Ils l'ont couché en joue, sous les tirs croisés de leurs yeux revolvers, à l'abri des persiennes sournoises. Il est entré à l'auberge, et les rumeurs se sont tues. Puis a claqué le silence cravache, énorme, terrible, assourdissant. Pour faire taire cette absence, cette angoisse des profondeurs, avec une boule dans la gorge, il a demandé un café, laborieusement. Puis a posé sa question avec une voix, d'ailleurs, scrutée par les regards baïonnettes. Il a remercié faiblement, payé, sorti, avec, au bout du bras, l'excroissance valise, lourde de tous les échecs. Il s'est arrêté devant la façade lépreuse, criant sa misère au vent aigre giflé de pluie, épelé lentement le nom inscrit sur le fronton écaillé, et je suis entré à l'hôtel des étrangers. Le poète assassiné. La camisole, c'est le pire, pense le poète grand manchot. Qu'importe qu'il me croie fou, mais privé de mes bras pour écrire, je ne puis même hurler mes poèmes dans les oreilles prisons des infirmiers, ou la brume cerveau des malades, mes compagnons d'infortune, verrouillés dans leurs rêves intérieurs. Mes vers captifs tourneront comme un cheval de manège dans mon crâne cellule, jusqu'au brouillard final des médecines de l'oubli, et de mes lèvres mortes, les mots s'écouleront goutte à goutte, euthanasiés sur les dalles froides par le balai serpillière d'une femme de peine. Au cimetière des suicidés. Il me faudra bien aller au cimetière des suicidés, dernier domicile connu. Le monde entier me suicidait dès la naissance, par le refus de moi, de l'être différent dont il ne voulait pas. Je voulais vivre parmi les autres. Je n'étais pas eux, j'étais un autre. Eux, les bien pensants, les bien portants, les bien pesants, se sont serrés en masse compacte, sans un espace, si mince soit-il, pour m'immiscer sans être vus, sans déranger personne. Pas de pays, de ville, de quartier, de maison où habiter. Pas de travail, de poste, de fonction à assumer. Le trou, la niche, m'étant refusé à la surface, il ne restait que l'envers du palpable. Ils m'ont suicidé sans me tuer, par indifférence, aucun secours de religion, pas d'obole pour le charron, grâce refusée, la damnation, l'en dessous, la terre noire, grasse, froide, sans mausolée. Au cimetière des suicidés.
étranger au monde des vivants, en transit dans l'envers du palpable, le douloureux bagage d'un cœur meurtri, lourd de chagrins accumulés au cours d'une vie hostile, enfin déposé à la consigne, dont on a déchiré le ticket. Main dans les poches, le billet d'embarquement entre les dents, dernier voyage vers l'inconnu, pour séduire l'anonyme charron qui vous emportera vers l'au-delà pour votre dernier voyage. Les regrets, brûlés dans les cendres des lettres d'amour obsolètes. L'éternité, un no man's land où Dieu est absent. Allons, tu es prêt depuis longtemps déjà. Qui te retient? Laisse-toi glisser amoureusement vers l'intangible. Le saut dans le néant. Oui. Je mourrai peut-être au détour d'un poème, le crayon sur la page, tombé d'une main faible, dans un petit théâtre, au public clairsemé, l'éclairage blafard d'un plateau exigu. Ma voix se brisera ainsi qu'une césure au beau milieu du verre, et dans un ralenti, une chute amortie. La vie m'aura quitté avant l'effondrement. Les quelques spectateurs resteront incrédules et n'osant applaudir avant l'appréhension de la réalité. Brutal vent de panique, mais bientôt recouvert par l'obscène sirène d'un secours trop tardif. Le poète était mort. 1000 morts quotidiennes, ou de trop peu d'amour, depuis longtemps déjà. Au cercueil de l'oubli, de l'indifférence, son cri était muet, et nul ne l'aperçut. Du temps que j'étais vieux, je n'avais pas 20 ans. De conventions coincées, d'idées reçues, de préjugés, de fausses valeurs stériles, sournoisement dispensées dans les livres poussiéreux. La poésie même y était disséquée par de savants herboristes, universitaires à l'Orient, favorisés moustaches, vieux pantins au cœur sec, au sang figé des statues. La vie, la mort et les aléas de l'existence, les bons et les méchants, les femmes douces ou perfides, la résistance aux contraintes, l'inertie contre la violence, les choix assumés, même pavés d'erreurs, les yeux ouverts sur le monde, l'émotion devant la beauté, l'enthousiasme lucide, le sens de la fragilité des choses, la perception innée de l'éternel, l'émerveillement enfantin du regard, le cœur palpitant tout le long du chemin de la vie, la jeunesse reconquise chaque jour au fil des ans. Lorsque je serai vieux, je serai jeune, enfin. Si tu cherches l'infini au fond de ton verre, tu y verras des paysages extravagants, sans cesse renouvelés et pourtant sans mémoire. Des yeux vides, aux contours changeants, insaisissables dans leur mouvance liquide. Si tu cherches l'infini dans la fumée de l'herbe qui rend fou, dans la piqûre du voyage illusion, tu n'atteindras jamais la frontière entre les deux espaces. Si tu cherches l'infini dans les livres saints mensongers, falsifiés par les hommes, tu y perdras ton cœur, ton intelligence, ton âme. Si tu cherches l'infini, n'accepte aucune contrainte, aucun piège du savoir imposé. Ne te laisse enseigner que les gestes utiles. Accepte la mémoire, mais n'en sois pas esclave.
fonde ta propre morale. Cherche le meilleur en toi. Ton parcours sera juste. Mais si tu as trouvé, n'impose rien aux autres. Ce sont des êtres libres. À eux de se connaître, de se réaliser, de se vouloir meilleur, loin des commandements, qui sans doute étaient sages, mais que l'homme a truqués comme un faussaire habile. Si le divin existe, trouve-le en toi-même. Quand ton humble dépouille ne sera que poussière, cette infime parcelle toujours te survivra. Si tu cherches l'infini. Ce soir, j'ai rendez-vous avec la poésie. Elle est femme sans corps et n'a plus de visage, ni de bras pour étreindre, ni de ventre tombeau. Elle est flamme ou vapeur, pâle au rayon de lune, insaisissable effluve que votre âme perçoit en guidant mon talent, m'en donnant au besoin, m'inspire un fol amour qui n'est pas de ce monde. Si je lui donne un corps, elle se fâche et gronde. Mais quand, me possédant aux portes de la mort, me laissant à rêver dans un profond sommeil plus noir que le néant, le souvenir s'estompe. Quand le petit matin me ramène à la vie, qui peut-être n'est qu'un songe, il me reste un poème. Sans doute un beau mensonge, et qui lui dit « Je t'aime ». Les semailles du cosmos. Je crains qu'il soit trop tard pour mon plus beau poème. Un autre l'écrira un jour sous ma dictée. Je quitterai sa main, je ne saurai plus, car toute poésie n'est qu'un long héritage. Nos aînés ont semé dans l'azur impalpable, comme le paysan qui féconde son champ. D'autres récolteront notre essence subtile, ce que nous léguerons au-delà de nous-mêmes. Un être du futur, peut-être inconcevable, saura capter la graine de mon souffle invisible. Ami, qui que tu sois, pardonne mes faiblesses, transmets mon héritage en le rendant plus beau. La femme est un poème qui porte en sous-titre « Mon royaume pour un poème ou pour une femme ». Oh, les mots non éclos, il reste le poème, cri muet, inaudible, qui déchire le cœur, procure tour à tour la fièvre et les frissons. Une femme entrevue à l'angle de la rue, conduisant sa voiture, en vitrine, au café, la belle inaccessible attendant quelqu'un d'autre. Vous n'osez l'aborder, mais vous savez pourtant que votre âme est captive, conquise sans effort, sans même le chercher, sans même le vouloir, ni même le savoir. Vous vous êtes livré. Elle ne songe pas à refermer les bras sur l'enfant que vous êtes, et vous restez stupide. Votre amour inutile déposé à ses pieds comme objet sans valeur, encombrant et obscène, qu'il faudra contourner pour aller se jeter là où son cœur l'appelle. Mourez, mais mourez bien. Car sinon, c'est trop triste. Mais Mourez
sans vous presser, mais sans vous accrocher. Si le temps est pesant, quittez la table d'hôte où la vie est servie pour le droit de chacun. Si votre part est maigre en regard du voisin, n'ayez pas de rancœur. La nature est injuste. Le monde est ce qu'il est. Il faut bien faire avec et vivre de son mieux. Mais quand le cœur vous pèse, que le chagrin est lourd, l'amour s'en est allé, ou les enfants partis, il faut faire son bagage le plus léger possible et bien sortir de scène sans mendier les bravos. Un petit pas feutré, sans déranger personne. Mourez, mais en silence et avec dignité. On est beau à 20 ans, parfois grand à 60. Il est un temps pour tout. À vous de décider quand ce temps est venu. Mais avant de partir, aimez s'il est possible, et surtout sans tricher. Réincarnation. Pouvoir renaître pour un amour unique. Première femme rencontrée, amante initiatrice qui vous enseigne l'amour et vous garde toujours. Vivre, vieillir et mourir ensemble. Sommes-nous faits pour de petites joies, des amours imparfaites, voluptés tronquées, passions prêtes à porter les grandes surfaces? Assez de rencontres épidermes, de 5 à 7 adultérins, de lumière tamisée, d'amour pénombre, de ruptures déchirures, jusqu'au prochain regard qui dira « oui ». Je veux l'amour soleil, l'amour ciel bleu, sans nuages, léger, profond et insondable, l'amour mystère, qui devient évidence. Poème au vent. Si je pouvais laisser, serait-ce un seul poème aux hommes derrière moi, une voix qui murmure la douce mélodie de tendresse et de paix, la suave harmonie, comme un parfum d'automne, odeur d'herbes mouillées, de feuilles frissonnantes en fuite des beaux jours vers d'autres horizons, chuchotis indistincts, mêlés au vent frileux, dont les premiers soupirs gonflent les jupes des filles, décoiffant leurs cheveux dans le clair soleil froid. Que poussière de mots, et ces bribes de phrases jetées ici en vrac par cette nuit glaciale, dans l'hiver de ma couche trop vaste et solitaire, fondent dans mon sommeil en un bel assemblage de couleurs chatoyantes, que mon âme dès lors s'estompe et se dissolve dans l'odeur d'un sous-bois dont le tapis roussi annonce la torpeur et l'engourdissement, prélude au long hiver. Je revivrai ainsi dans le chant des oiseaux, au retour du printemps. Ce poème, peut-être, s'envolera au vent. Bien, je vous remercie pour ceux qui étaient là la semaine dernière. J'avais annoncé effectivement que j'ai fait de nombreux récitals sur de nombreux auteurs classiques ou des classiques contemporains, mais je disais très rarement mes poèmes. Et pour moi, le fait d'avoir été encouragé par des amis comme Marielle Frédéric Turpot ou comme Pierre-Henri Canbotin, qui me le conseillait depuis plusieurs années, ou mon éditrice, Annie Delperrier, qui m'avait fait concourir à mon insu pour ce recueil. Et elle l'a présenté à son jury, dans lequel elle ne siégeait pas, et
ils ont choisi cet ouvrage à l'unanimité. J'ai reçu le prix spécial du jury qui m'a valu l'édition. Ce n'est pas mon premier recueil. Marielle ne savait pas que j'ai eu une plaquette de 10 poèmes qui ont été édités à la Nouvelle Pléiade en 1990. Et j'ai eu de très nombreux poèmes qui ont été édités alors, dans de très très nombreuses anthologies. J'en ignore même le nombre. J'ai été édité jusqu'à Calcutta. Oui, bravo. Voilà. Mais donc, je vous remercie parce que pour moi, c'est une première d'avoir fait entendre mes poèmes grâce à mes amis. Donc, j'avais vraiment très peur et je tiens à vous remercier pour avoir été là à cette première qui sera peut-être une dernière. Non. Parce que, j'ai vraiment décroché. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier, comme je tiens également à remercier Olivier qui m'a fait, comme toujours, une régie sans faille. Et je vous remercie tous encore de votre attention. Tous et toutes. Merci. Bravo. Un immense bravo. J'ajoute juste une chose. Il reste encore une demi-douzaine Ouais, peut-être de mon recueil. Pas plus parce que je n'en ai plus. Il faut Mais que tu si certains ont aimé ces poèmes ou ont envie éventuellement d'en avoir un souvenir, il y a 3 superbes dessins à l'encre de Chine de Marielle Frédéric qui sont très forts. Donc voilà, mais ça n'est pas du tout une obligation, simplement ils sont là. Voilà, merci. Tu me rends les clés. Tu me rends les clés. Tu me rends les clés, s'il te plaît. Alors, les clés. Il faut que je les rende. Voilà, c'est toi qui fermeras le théâtre, ce n'est pas moi. Merci encore. Bravo Claude, tu as été magnifique, tu as été parfait, c'était... Oui, mais il y a des corrections à la main ou c'est dans ce... Oui, je sais, je suis au courant. C'est presque plus que quand on joue Albert Camus, comme je l'ai fait ici. Non, mais c'est terrible. Le train de Claude Mercutio, c'est d'autant plus incroyable que c'est un immense comédien qui a fait de la scène depuis un certain temps. Depuis 1955. Depuis 1955. Tiens, l'année du drapeau européen. Ah, il faut le dire parce que il y a une anecdote. J'ai débuté le 15 décembre 1955 dans ce magnifique vieux théâtre de l'Atelier. Et la première réplique que je disais en scène, c'était « Présent ». Je trouve que pour un acteur, dire ça comme premier mot, ça me touche, j'y pense encore, après 120 spectacles. Vraiment, reste. Tu restes sur scène, Tu restes sur scène. Alors je reste sur scène. Voilà, très bien, parfait. Donc je rappelle en effet que les ultimes exemplaires donc, de Nez de Tango Inconnu sont en vente à l'accueil. Claude les fait à 8 €, donc le prix de la place. C'est merveilleux parce que comme ça, vous pouvez vous repasser le spectacle dans votre tête aussi souvent que vous voulez en ouvrant le livre. Ça, c'est merveilleux. Et on va remercier du fond du cœur, Claude Mercutio pour ce merveilleux moment. Et pour dire que vraiment, bon, d'accord, avant... C'est vrai qu'avec le trac, on a un peu envie de le tuer. Mais dans un sens, je suis contente de m'être tenue. Claude Mercutio. Très bien fait, je suis très consciencieux et j'aurais été embêté d'être mort et que ce soit mon zombie qui... Ah oui, vraiment, oui. Maintenant, tu peux mourir parce que je t'ai filmé. Oui, maintenant, ça y est. Mais ne te presse pas. Bon, je signale... bon, Michel Cupiec vient juste de partir. Il a attendu ton dernier mot, il est parti. Oui. Pour dire que Michel Cupiec demande à ce que ce qui a été filmé ce soir ne soit ni sur YouTube. Il me l'a déjà mis. Ni donné. Il me l'a déjà dit. Ah bon, d'accord, il te l'a dit. Il m'a dit tout ce que je passe sur scène, tu le mets plus, j'ai un producteur méchant. D'accord, ok, bon, c'est très bien parce qu'il m'en a parlé non, aussi. Non, donc je et ne ça savais sera pas pas. si. Ça sera pas mis, oui. Donc je préférais le dire, moi, avec ma diplomatie habituelle, c'est ma façon de... Non, je demande toujours la permission avant. Oui, ben c'est très bien. Ce qui n'empêche que tu m'as quand même filmé, alors que je t'ai déjà dit de jamais me filmer. Moi, j'ai pas de producteur méchant, c'est moi qui suis méchant. Bah écoute... Voilà, non, je préférais que tu évites de te faire mordre par Jean-Paul, parce que il a des pros. Jean-Paul, oui. C'est de quand tu parles? Ce soir. Ce soir? Mais tu seras pas sur YouTube? Eh ben c'est très bien, c'est magnifique. Filmé, si tu vas... Mais écoute, il fallait me le rappeler.
Tu on réglera ça. On réglera ça Non, mais demain faut me matin. rappeler. Je ne vois jamais sur mes Facebook. Bon, Tu seras jamais sur Facebook. Jean-Paul, Pierre-Henri, nous réglerons ça demain matin à 5h sur le pré, comme d'habitude, n'est-ce pas? Et c'est Jean-Paul qui aura le choix des armes. Et à mon avis, ce sera le chocolat chaud. Parce qu'il fait le chocolat chaud comme personne. Ah oui, mais fais attention à une chose. c'est que Donc autour d'un chocolat chaud, vous réglerez ce le problème. chocolat chaud, d'accord. Donc, moi je vous souhaite donc une heureuse fin de soirée. Savoir que demain dimanche, la FNAC et pas mal d'autres magasins restent ouverts à cause de la proximité de Noël et de la fin du monde. Donc dépêchez-vous de... Bon, à votre place, j'attendrai le 22 pour acheter les cadeaux parce que si à la fin du monde le 21, vous retrouverez avec des paquets qui serviront à rien, c'est idiot quoi. Dis-leur de faire des chèques sans provision. Ah, bah, C'est bon ça. c'est le moment ou jamais. Ouais. Là, vous pouvez. Voilà. Et vous mettrez la provision le 22 parce qu'on ne sait jamais. Donc lundi, comme d'habitude, la cave à poèmes de Gérard Trougnoux au déchargeur. Mardi, les mardis littéraires au café de la place Saint-Sulpice. Je leur avais dit que je leur ferais plus de pub, mais enfin je leur fais quand même. C'est bon. Mercredi, non, j'ai rien. Jeudi non plus. On a aucun spectacle de copains, Olivier? Ou un président de tribunal qui Ou un se président pas méchant. Oui, quoique. Ou un président de tribunal, bon, c'est toujours lui qu'on sollicite. C'est bien d'ailleurs parce que comme ça, il se fait une... pour les générations futures. Oh, tu veux voir un méchant, c'est ton percussion. Oh, montre le C'était moral. surtout dans Le Chasseur où je vendais du sang contaminé à un tueur à gages pour qu'il tue quelqu'un. Là, c'était vraiment... Ah, subtil. Voilà. Subtil. Tu es l'arme du crime, le sang contaminé. Subtil. Ouais. Donc, et samedi, donc c'est Jean-Marie Desbeaux. Donc le Furstein qui est rentré. Le Furstein sera ravi donc de l'entendre et je pense que vous aussi, vous passerez un merveilleux moment avec Jean-Marie Desbeaux. Venez nombreux. Venez nombreux, enfin au moins un par personne. Et dites-le à vos amis parce que Jean-Marie ne donne pas souvent de récital, enfin moi je trouve en tout cas. Et donc ça aussi c'est une belle occasion. Le samedi d'après, ce sera la soirée de Noël. Et si tout se passe comme je veux, vous ne regretterez pas le voyage. Et si ça ne se passe pas comme je veux, je ferai en sorte que vous ne regrettiez pas le voyage quand même. Voilà. Donc si vous ne voulez rien rater de tout cela, vous savez comment on fait. Justement, vous vous emmitouflez bien. Hein. Vous faites attention de ne pas vous casser la gueule parce que ça est glissant. Aussi au coccinum, du thé chaud. Et 30 minutes de marche rapide, c'est d'autant plus rapide, n'est-ce pas, si vous vous cassez la gueule, vous n'aurez plus qu'à vous laisser glisser jusqu'en bas. 5 fruits et légumes par jour. Et bien sûr, le plus important, et eux ils ne pensent pas vous le dire, mais moi je vous le dis, faites attention en traversant.